L'aboutissement d'un deuil normal n'est en aucune façon l'oubli du disparu. C'est juste le remettre à sa juste place dans une histoire achevée, l'aptitude à réinvestir pleinement des activités vivantes, les projets et les désirs qui donnent de la valeur à l'existence. C'est notre citation hebdomadaire. Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour Connexion 360, notre destination hebdomadaire tous les samedis à 11h15 à Toronto, 17h15 GMT et à Bujumbura. Connexion 360, cette plateforme qui nous donne l'occasion d'être connectés avec des personnes qui façonnent leur environnement à travers des conversations engageantes, significatives et nous l'espérons divertissantes. Nous émettons sur la chaîne Go Live TV, sur Internet et en streaming sur Facebook et YouTube. Je suis votre hôte et je m'appelle Elikia Doumbé. À la saison des orages, comment apprendre à danser? C'est notre thème du jour. La saison, c'est l'automne, dépendamment de là où on se trouve. Il commence à faire froid, les journées sont grises, il n'y a pas de soleil, pas de lumière. Et on se dirige tranquillement vers la fin de l'année, à l'heure des bilans. La période n'est pas rose pour tout le monde, c'est le moins que l'on puisse dire. Bref, c'est la saison des orages et les orages de la vie au cœur de cette pandémie où nous avons tous connu notre lot de pertes en tout genre, perte de proches, perte dans la famille, perte de relations, perte d'argent, perte de travail, etc., etc. On en passe et des pires. Alors, comment pouvons-nous prendre soin de nous avant que notre santé mentale ne nous échappe? La personne que je reçois aujourd'hui est maman, jeune maman de 2 garçons. Elle a appris à danser sous la pluie malgré les orages de sa vie. Elle a dû dire adieu à son Burundi natal il y a 33 ans, puis adieu à son époux emporté fatalement dans une collision routière. S'en sont suivis naturellement des adieux à une carrière riche et prometteuse en opportunités au sein de l'industrie financière où elle a quand même eu le temps de s'épanouir à plusieurs niveaux. Autant de circonstances douloureuses et déchirantes qui la poussent à l'épuiser au fond d'elle-même la motivation personnelle et la résilience. Jacqueline Daisy-Gamillier, c'est son nom. Elle découvre sa passion pour le développement personnel et la psychologie humaine. Aujourd'hui, elle s'épanouit dans sa carrière d'analyste d'affaires et de coach en transformation, passionnée pour développer le potentiel des individus et des organisations. Leader de cœur, leader de courage, leader de passion, elle a été classée l'année dernière par le Canada International Black Women, CIBWE. Elle a été classée au top 100 des femmes canadiennes noires les plus en vue dans leur implication communautaire à Toronto. Sa devise, c'est vouloir, c'est pouvoir. Tout de suite, je m'en vais retrouver notre invitée. Bonjour. Bonjour Jacqueline, comment allez-vous? Merci de m'inviter. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Alors, vous allez réagir à la citation de la semaine. Je vous laisse la lire. Oui, avec plaisir. Alors, l'aboutissement d'un deuil normal n'est en aucune façon l'oubli du disparu, mais l'aptitude à le situer à sa juste place dans une histoire achevée, l'aptitude à réinvestir pleinement les activités vivantes, les projets et les désirs qui donnent de la valeur à l'existence. Alors, cette citation elle me parle beaucoup parce que lorsqu'on vit un deuil, surtout le deuil d'un être cher, je parle ici, ça nous renvoie en fait à réaliser que nos jours sont comptés sur cette terre. Dans mon cas, par exemple, quand je faisais la biographie de mon conjoint qui est décédé, ça m'a fait réfléchir. Oh, j'ai un temps limité sur cette terre. Est-ce que je fais ce qui me plaît? Si demain j'avais à quitter cette terre, est-ce que j'aurais accompli ce que je pouvais? Je pouvais. Parce que des fois, on se dit plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais est-ce que je pouvais, que la capacité de le faire? Est-ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai utilisé tout mon potentiel? Et c'est là où ça a cliqué, pour je dirais la première fois vraiment, parce que j'avais traversé d'autres deuils, j'ai perdu plein d'autres personnes dans ma On va revenir à votre situation particulière, Oui. pour savoir également comment se passe ce déclic, comment on en arrive à cette réflexion-là. Oui, Alors, cette période de l'année, elle est assez critique. C'est une période grise, il pleut tout le temps, il y a moins de lumière. Les chiffres, en ce qui concerne la dépression saisonnière, augmentent. Je suppose que même si vous n'êtes pas psy, vous devez quand même être
abondé de demandes d'accompagnement. Oui, absolument. Et surtout avec le contexte de la pandémie. Alors, ça nous a forcé beaucoup d'abord, notre routine a changé, à vivre beaucoup de deuil. Malheureusement, certains ont perdu des êtres chers, d'autres ont perdu des emplois, d'autres, c'était la routine. Pour les enfants, c'était extrêmement dur parce que c'était une routine, c'était des petits deuils. Alors oui, c'est une saison, l'automne en général, c'est une saison, même si vous regardez dans la nature, c'est les saisons où les arbres commencent à perdre des feuilles. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pendant l'automne aussi, c'est peut-être une façon, une occasion pour nous de commencer à se débarrasser des choses qui ne nous aident plus. Alors, il y a des petits deuils qui viennent avec ça. C'est pour ça les gens, des fois, ils vivent ce changement, parce que tout changement vient avec un deuil. Et les gens, lorsqu'on regarde les étapes de deuil, il y a justement ce côté un peu dépressif, la tristesse, la colère, la confusion, le déni, plein de choses. Alors, déjà, savoir que je suis mon corps est en train de traverser une période de transition. Il y a des choses que je dois changer, il y a une routine que je dois changer. Juste comprendre ce qui se passe du côté physionomique, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, déjà, comprendre que c'est normal, en fait. Maintenant, c'est là où le coach vient, c'est qu'est-ce que tu veux avec. La psychologue, elle va t'aider pour savoir ce qui n'a pas marché dans le passé, pourquoi tu continues à agir de cette façon. Le coach, c'est alors comment, maintenant, est-ce qu'on peut aller de l'avant, malgré les circonstances qu'on voit. À quoi ça ressemble une séance de coaching avec vous? Alors, une séance de coaching, ça commence d'abord à savoir ce que toi, tu veux. Des fois, on ne sait pas. Moi aussi, quand j'ai commencé, ma première session avec mon coach, je ne savais pas ce que je voulais. J'étais complètement dans un brouillard, je ne savais pas. Mais ça commence par toujours peut-être aller dans l'enfance. Qu'est-ce que tu aimais faire? Quelles sont les choses qui te passionnent? Et là, quand tu reconnectes avec ça, c'est tout un autre monde parce que l'énergie que tu vas dégager, elle va être complètement différente. Et c'est ça qui va te pousser à vouloir faire autre chose. Okay? Parce que lorsqu'on est en une situation de détresse, on a des pensées négatives. Il y a des études, il y a un monsieur qui s'appelle Joe Dispenza qui parle justement de ça. C'est que par jour, on a 60 à 80 000 pensées. Chaque jour, les pensées qu'on a aujourd'hui, 80% de ces pensées viennent de pensées du jour précédent. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que lorsqu'on a des pensées négatives, on a de fortes chances d'avoir les mêmes pensées négatives demain, encore après-demain, et voilà. Et c'est pour ça que c'est très dur quand une personne traverse une période difficile de s'en sortir. Il faut qu'elle ait une autre perspective. Donc, l'idée du coach, c'est de l'aider à avoir une autre perspective. Comment ça peut marcher? Et là, des fois, c'est juste ça le déclic. Comment ça peut marcher? On a toutes et tous les ressources qu'on a en nous. C'est juste qu'il y a certaines choses, certaines compétences qu'on ne réalise pas qu'on a. Alors, je pense que le premier pas, c'est également d'aller voir cette personne-là, Absolument. d'aller voir cette aide. Comment on déclenche également chez la personne qui en a besoin le désir ou la volonté de faire ce pas en avant, d'aller voir soit le psy, soit le coach. Oui, alors c'est d'abord lui rappeler qu'elle a les capacités. C'est se concentrer sur ce qu'elle fait de bien. Pas juste lui dire, je vois que ne pas se concentrer sur ce qu'elle ne fait pas de bien. Parce que ça risque de la rendre un peu mal à l'aise de parler de cette situation. Mais tu peux dire, écoute, je vois, je te connais, je t'ai toujours vu comme de telle façon. J'aimerais te revoir encore joyeuse, heureuse, entrepreneur, peu importe. Alors, est-ce que ça te tenterait peut-être d'aller voir quelqu'un pour t'aider? Donc déjà, lui parle de cette façon. Alors là, c'est une personne qui n'a pas encore vraiment de problématique de santé mentale. Oui, absolument. Mais si tu te rends compte que là, c'est un autre niveau, tu l'orientes vers un psy à ce moment-là? Absolument, absolument. Il y a les coachs, nous, on aide pour aller de l'avant, mais c'est sûr qu'il y a des mécanismes. Par exemple, moi, quand je vivais un deuil, je ne pouvais pas voir ma vie 1 an, 2 ans plus loin. Le coach, elle a beau à me dire mes objectifs, mais je ne peux pas parce que j'ai une douleur, j'ai une tristesse, j'ai des émotions que j'ai besoin de gérer pour le moment. Tu sais, je te donne l'analogie d'un lac. Quand on voit un lac,
qui est clair, on peut sauter dans le lac avec joie, puis on peut voir nos orteils, le sable, tout ça. Mais lorsque le lac, il y a beaucoup de vent et que le sable monte, tu ne peux plus voir tes orteils, tu ne peux pas te lancer dans ce lac. Il faut attendre que le brouillard ou les vagues, ça pèse un peu pour que le sable redescende, pour voir clair, puis aller te baigner et s'amuser dans cette eau-là. C'est la même chose. Alors, on ne peut pas voir clair lorsqu'on est dans tout un brouillard. Et c'est là que le psychologue va intervenir. C'est de t'aider à comprendre pourquoi tu as cette charge émotive. Qu'est-ce qui a été déclenché pour que tu aies toujours cette habitude? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé et qui t'empêche d'avancer? D'accord? Et après ça, une fois que tu comprends comment toi, les déclics, tes émotions, là, tu apprends maintenant, OK, je sais qui je suis et maintenant je peux me lancer dans la vie, entreprendre ou faire des projets et je saurai comment m'y prendre. Donc, ça veut dire que c'est pas la peine de sauter les étapes, il faut absolument suivre les différentes étapes et confronter cette perte, confronter ses deuils, faire son deuil en fait, absolument regarder ses démons en face. Il faut, je le conseille fortement, juste comprendre ses émotions et parce que des fois on a tendance à les noyer. Et on peut le faire par mécanisme de survie, on peut le faire parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Mais à un moment donné, le corps commence à sentir cette peine. Et c'est là qu'on commence à avoir des maladies. C'est là où, malheureusement, on commence à avoir une santé mentale, des problèmes de santé mentale beaucoup plus prononcés, ou bien d'autres maladies. Il y a des études qui montrent que les émotions nous causent des maladies. Donc, le plus tôt, c'est vraiment apprendre à comprendre comment moi, je me gère quand j'ai un souci, j'ai un problème, j'ai un deuil. Comment moi, je fonctionne. Est-ce qu'on le sait toujours? Non, on ne le sait pas. Moi, je ne le savais pas. Il a fallu justement que je l'apprenne. Reparlons un petit peu de toi. Quel a été ton parcours? Comment en es-tu arrivé à devenir coach? Je suppose que ce sont c'est l'adversité de la vie qui t'a conduit à cette profession aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous conduire dans ton parcours? Absolument, absolument. Alors, moi, j'ai immigré ici en 98. J'avais une passion, j'avais mes rêves et tout ça. Je suis allée étudier, j'ai étudié en mathématiques, j'avais une carrière. Puis en 2012, mon conjoint décède subitement d'un accident de roulage. Alors je peux vous dire que toutes les études que j'avais faites, toute ma carrière, rien ne pouvait m'aider à surmonter cette épreuve. Et j'ai nié, hein, parce que j'avais des enfants. Je venais d'avoir notre deuxième enfant, il avait 4 mois, et le premier avait 3 ans. Alors, par mécanisme de survie, j'ai mis mon deuil un peu sur pause, parce qu'il fallait s'occuper de ces jeunes enfants. Et vous étiez toute seule, j'imagine. Mais oui, on était seuls, on est au Canada, j'ai un frère et une sœur qui ne vivent pas dans la même ville que moi. Alors, donc, j'ai appris à nier tout simplement, il fallait. C'était mon mécanisme de survie. Sauf que j'ai commencé justement à avoir des problèmes de santé. Et aussi, je commençais à avoir cette tristesse. Je commençais à ne pas être très alerte des moments. Ça vous a pris combien de temps avant d'en arriver là? Oh, ça m'a pris, je dirais, 9 mois. Okay. 9 mois. Le déclic, c'est que quand j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas très alerte. Par exemple, je pouvais laisser la porte d'entrée ouverte. Je pouvais laisser la voiture ouverte. Donc, je n'étais pas très, très alerte. Alors, dans ce moment-là, c'est là où j'ai réalisé que non, là, il faut me faire accompagner. Puis aussi, je commençais à tomber très souvent malade. Je suis allée voir mon médecin. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que... Parce que je revenais comme presque chaque mois. Il me donnait des antibiotiques. Et puis, j'ai dit, est-ce que tu penses que c'est relié à mon deuil? Il dit, je pense, parce que je t'ai toujours vue très forte pour tes enfants et je te suggère fortement d'aller voir quelqu'un pour t'accompagner. Et c'est là où j'ai dit, bon, je vais aller. Et je peux vous dire que mes premières sessions avec la psychologue, ma thérapeute, j'arrivais pas à exprimer ce que j'étais triste, mais je pouvais pas exprimer nécessairement ce que je vivais au jour, les émotions. Parce que j'avais tellement appris à les nier. Hein. Bon, écoute, moi je viens d'un pays d'Afrique. Dans nos pays, des fois, on voit certaines précarités. Alors je me disais, bon, écoute, il y a pire. Alors je niais ma tristesse parce que je me disais, il y a pire.
il a fallu que je réalise comment je nie ma tristesse. Je ne m'autorisais pas à pleurer devant mes enfants. Ce n'est pas un bon exemple. Il fallait justement que je pleure, que je leur montre que c'est normal de pleurer. Donc, il fallait que je sorte cette émotion-là. Okay? Au lieu de la nier, de dire ça va aller, ça va aller. Au travail, le fait de dire non, je suis fatiguée, je ne pourrais pas venir au travail ou bien prendre mes journées de congé. Des fois, je n'arrivais pas à le faire. Je me donnais beaucoup de pression sur moi. Mais non, il faut honorer que tu souffres. Et ça m'a pris un temps pour le réaliser. Je continue même toujours. Des fois, je me surprends. Quand je commence à être fatiguée, c'est là que je dis, je pousse un peu. Donc, c'est ça. Alors, des fois, on ne le sait pas. C'est vrai. Alors, tu as étudié les mathématiques, domaine très carré, très rationnel. Très analytique. Pour aller embrasser le domaine des émotions très irrationnel. Comment on fait donc ce pas-là? Comment est-ce que tu as dit, OK, c'est ce que je veux faire? Oui. Alors, je suis partie par des statistiques d'abord. Les maladies, les femmes souvent, les femmes ont de plus en plus de problèmes de cœur, des maladies du cœur, puis d'autres maladies. Pourquoi? On a trop sur notre dos, et des fois on a du mal à demander de l'aide. Donc je suis partie de là. C'est vrai, les mathématiques, c'était un monde analytique. Donc tout ce qu'on me disait, moi, il me fallait l'éprouver. Et j'ai suivi des chercheurs, justement, qui ont montré, justement, ces études qui font le lien entre les émotions et les problèmes de santé. Et moi, je commençais à le voir. Je commençais à voir vraiment que mon corps avait changé. Mon système immunitaire avait beaucoup baissé. Et c'est normal, le stress. Donc, reconnaître que je suis stressée et de ne pas en mettre trop sur mon dos. Demander de l'aide, mon Dieu, demander de l'aide. Demander de l'aide pour que je me repose et que je n'ai pas avoir la culpabilité, si je me repose, que je ne suis pas une bonne maman. Si je prends un après-midi pour aller avoir un café avec une amie, je ne suis pas une mauvaise maman. On a le droit et c'est très important. De ne pas être parfait. Absolument. Et puis le droit de prendre un peu de recul, de s'occuper de sa santé, de soi, de son espace. Absolument, parce que sinon, on ne sert à rien pour les autres. On n'est pas efficace. Oui, on n'est pas efficace. On n'est pas efficace. On n'aide personne, en fait. On n'aide personne. Et souvent, dans les avions, vous avez vu dans les avions, ça c'était un autre déclic que ma thérapeute, elle me disait, dans l'avion, on te dit, mets le masque sur toi avant de le mettre sur ton enfant. Absolument. Elle me disait, qu'est-ce que tu fais peut-être pour te reposer? Je dors. Mais non. Elle me dit, en dehors des tâches de la maison, qu'est-ce que tu fais? Alors, à quel moment on se dit, OK, j'ai traversé ça, je m'en vais maintenant aider les autres? Alors ça, c'est un cheminement. C'est là où je suggère vraiment les gens de s'accompagner. C'est un cheminement. Parce que quand tu traverses ces périodes-là, tu développes de la résilience. Tu développes une capacité à surmonter les peurs. OK? Puis tout d'un coup, en tout cas pour moi, je réalise que il y avait beaucoup de peurs qui m'ont limité en ce que j'étais capable de faire. Même avant que mon conjoint décède, il y avait un grand potentiel en moi que j'exploitais et j'étais conscient de ça. J'avais des peurs. Alors, en traversant quelque chose d'aussi tragique, en tout cas pour moi, ça m'a donné la force, la résilience et une attitude positive envers l'échec. La vie, il n'y a rien de garanti de toutes les façons. Et c'est là où j'ai remarqué quelque chose. Des fois, on abandonne trop dans nos rêves. C'est difficile, on arrête. Mais non, c'est difficile, c'est vrai. On va essayer, une façon, ça ne marche pas. Tu as appris, une façon que ça ne marche pas. On va encore essayer, on va chercher des bonnes informations, on a des bonnes stratégies, on se renseigne. Parce que quand on est rejeté, c'est là la psychologue elle intervient, quand on est rejeté, ça fait des émotions en nous, la colère, la tristesse, et on abandonne. Mais cette colère, cette tristesse, on n'a pas appris à la reconnaître. Okay? Donc, c'est vraiment se faire accompagner, c'est extrêmement important.
C'est très, très... Ça m'a pris 2 ans et demi avec ma thérapeute pour enfin comprendre comment moi, je fonctionnais. Et c'est là où, après ça, je me suis dit, mais mince, il y a tellement de potentiel. Toutes ces années que je me suis limitée à juste la fonction de maman. Il y a tout un rêve. Donc, le coach, lorsqu'elle vient, elle va t'aider à voir, OK, comment ça peut marcher malgré tes circonstances. Comment on peut aller de l'avant. Ma première coach, elle me disait, je disais, écoute, je suis veuve, j'ai des enfants jeunes, il y a tellement de choses que j'aimerais faire, mais je ne peux pas. Elle me disait, OK, tu m'as dit que tu as des amis. Est-ce que tu as déjà demandé de l'aide à tes amis pour qu'ils gardent tes enfants, elles gardent tes enfants, que tu es une gardienne, pour que tu t'occupes des projets? Ah, non. Alors, est-ce que tu peux le faire? Un grand défi. Un très grand défi. Pourquoi? Faire confiance. Faire confiance, avoir peur d'être rejeté, la culpabilité. Ça, ce sont des choses que tu dois assumer. D'où vient cette culpabilité? Où est-ce que tu as appris que pour être bonne maman, il faut que tu sois avec tes enfants 24 heures sur 24? Superwoman. Le mythe de la superwoman. Superwoman. Ou peut-être aussi des croyances que tu n'es pas consciente. Et c'est ça le coaching, c'est vraiment te faire réaliser qu'il y a tellement des croyances qu'on prend, qu'on ramasse, inconscient ou conscient. Et là, ça devient notre identité. Ouais. Et quand la mort arrive, ça remet tout. Te remet en question. Et c'est le parfait moment, justement. C'est ça que je dis. J'aime parler avec des gens qui traversent des périodes difficiles parce qu'ils se questionnent tout ce qu'ils pensent de la vie. Et c'est là la clé du succès. C'est vraiment se questionner. Est-ce que je fais ce que j'ai toujours fait, ça a du sens? Qui a dit qu'une femme doit avoir des enfants pour être une femme respectée? Qui a dit ça? Tout à fait. Avant qu'on ne se quitte, j'aimerais qu'on parle des éléments déclencheurs parce que on est en train de traverser une saison spéciale. C'est la saison de Halloween. C'est la saison où cette culture où on se trouve aujourd'hui flirte avec la mort, fait un pied de nez à la mort, se rit de la mort. Nous, en tant qu'immigrants afrodescendants, nous avons un rapport spécial avec la mort et ça peut donc être, lorsqu'on voit tous ces fantômes, toutes ces tombes qui décorent les jardins, ça peut être des éléments déclencheurs parce qu'on pense à nos disparus et on se dit « Ah, mais eux, ils se rient de la mort, ils ne respectent rien. » Comment est-ce que quel est le regard? On est passé du vous au tu, c'est pas grave, j'espère. Alors, quel est le regard que tu portes sur cette culture où on se rit de la mort et quelle comparaison tu en fais avec nos cultures où la mort c'est quelque chose de vraiment qu'il faut tenir à distance ou alors qu'il faut énormément ritualiser? Est-ce qu'il y a des rites qui font du sens? Quel est le regard que tu portes sur tout ça? Alors, on vit dans un pays diversifié. Et la diversité, ce n'est pas juste la diversité de genre et de couleurs. Il y a la diversité des idées, des philosophies. Alors, la Halloween, c'est une des choses que, moi, en tant qu'immigrante, il a fallu que je m'adapte. Parce que je ne comprenais pas le concept d'Halloween. Je ne comprenais pas le concept de se déguiser en zombie. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que j'ai des enfants. Et là, j'ai compris que pour les enfants, c'est pas qu'ils célèbrent la mort. Les enfants, ils sont pas dans ce niveau de conscience. C'est juste s'amuser. Okay? Maintenant, pourquoi d'ailleurs l'Halloween? Il a fallu que je me renseigne. C'est quoi l'Halloween? C'est quoi cette fête-là? L'Halloween, elle se célèbre le 31 octobre, donc une journée avant la Toussaint. Et Toussaint, c'est là où on se remémore de nos morts et des saints. Donc, pour ceux qui sont de la religion chrétienne, exactement. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, c'est que dans le temps, lorsque les gens allaient se recueillir sur les tombes de leurs disparus, on se déguisait justement dans ces costumes de zombies et de je sais pas quoi pour faire peur aux mauvais esprits. Okay. Donc, c'est de là. Donc, il faut un peu apprendre, un peu essayer de comprendre cette culture d'accueil et d'accepter que les gens vont avoir des pratiques différentes. Alors, pour moi, les enfants, je leur dis absolument pas de costume de zombie parce que non. Alors, quand je vois une maison décorée avec tous ces
tous ces tombes et tout ça, c'est leur choix. Mais moi, absolument pas. Dans ma maison, alors pour les immigrants qui ne comprennent pas et qui voient ça et pour lesquels ça pourrait être un élément déclencheur, comment est-ce qu'ils devraient regarder est-ce qu'ils devraient apprendre de cette culture et puis se dire, démystifier un petit peu ce rituel, cette culture-là, ou bien qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi, je dis toujours, l'immigrant, le meilleur âme, c'est le non-jugement. C'est la diversité. On est dans un pays diversifié. Il y a plein des gens de cultures différentes, de philosophies différentes. Prends ce qui te va, ce qui est en concordance avec tes valeurs, et laisse ce qui ne va pas avec tes valeurs. Sans juger, c'est tout. Parce que aussi, la culture d'accueil, c'est sûr et certain qu'il y a des jugements par rapport à la façon que tu t'habilles, que tu manges, que tu parles, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut tous profiter pleinement de la diversité de ce pays? C'est vraiment ne pas avoir un jugement. Ça reste dans leur maison, c'est correct. Si tu veux que tes enfants se déguisent, ils peuvent se déguiser. Moi, je laisse mes enfants se déguiser, mais c'est toujours des costumes de super-héros. Parce que mes enfants n'ont pas encore ces idées de mort. Donc, les enfants, c'est vraiment un jeu. Pour eux, c'est un jeu. Mais aussi, je leur parle des valeurs. Si tu veux te déguiser, dis-moi, c'est quoi la valeur que tu es en train de dégager à travers son costume? Si tu me dis Spider-Man, c'est le courage, sauver le monde. Alors, c'est une conversation justement pour tes enfants. Si tu veux te déguiser, même si tu n'es pas d'accord avec l'Halloween, c'est peut-être pourquoi tu veux te déguiser toi. Hein? C'est quoi les valeurs? Qui tu veux? C'est quoi l'énergie que tu veux dégager? Puis là, tu as la conversion avec ton enfant. Tu vas voir que ton enfant peut-être n'a rien à voir avec cette culture de la mort. Et je suis sûre que même les gens qui décorent leur maison, c'est pas qu'ils cultivent la mort, c'est peut-être une compétition de qui décore mieux sur la rue. D'accord. Est-ce quel est le rapport à la mort que les gens ont dans ton pays d'origine, au Burundi? Est-ce que c'est quelque chose et par rapport au deuil, comment est-ce qu'on fait le deuil? Comment est-ce qu'on fait son deuil au Burundi? Est-ce qu'il y a des pratiques qu'on recommanderait? Oui, il y a d'abord, on respecte ça. Il y a les pratiques quand une personne décède dans ma culture. Ce que j'adore de ma culture, c'est que tu as un grand support des gens. Pendant une semaine, avant l'enterrement de disparu, la famille, les amis, l'endeuillé ne cuisine pas. Tout, la communauté s'occupe vraiment de tout. Moi, quand mon conjoint est décédé ici, la communauté s'est occupée de tout. Donc, tu n'es pas vraiment sorti loin de... Non, du tout. Ils se sont occupés. On avait un ami de la famille qui, tout de suite, le jour même, est allé au cimetière. Il s'est renseigné aux maisons funéraires. Il est venu, il m'a dit, voici, tu as juste besoin de décider, voici l'adresse. Et si tu veux, on va te conduire. Excellent. Donc, ce support communautaire, il est très, très, très présent. Et en fait, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il est en communauté. Et c'est ça qui est difficile comme immigrant ici. Tu arrives ici, ce support de ta communauté n'est plus là. En plus, tu es rejeté. Et ça, c'est très important pour l'immigrant de comprendre que tu vas être rejeté, mais ça n'a rien à voir avec toi. Les gens ne te comprennent pas. Ils savent pas. Les gens ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas ton vécu. Ils ne connaissent pas ta culture. Tes études, l'institution où tu as pris... tu as eu tes diplômes, le travail que tu fais. Donc, ils ne comprennent pas tout ça. Donc, ils vont te rejeter parce qu'on est déjà dans un pays qui est... on fonctionne à 100 000 à l'heure ici. Donc, les gens n'ont pas le temps de s'asseoir. Bon, d'abord, tu vas me parler de ton vécu. Non, ils vont te parler 5 minutes et dans 5 minutes, ils ont déjà pris leur décision. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, il faut juste s'armer de patience. Ça n'a rien à voir avec toi. Merci beaucoup. S'armer de patience, ça n'a rien à voir avec nous, ça n'a rien à voir avec soi. Apprendre à danser sous la pluie, aller chercher de l'aide, parler, c'est déjà le début de la guérison. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été aussi transparente, aussi ouverte à raconter ton parcours. Nous, ici, nous terminons toujours avec une petite méditation. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder grands ouverts. Lorsque nous pensons avoir tout perdu, lorsqu'en dépit des indications contraires dans nos corps, dans nos esprits, dans nos finances, dans nos relations, nous parvenons à voir
cette minuscule lumière qui brille dans les ténèbres. Donne-nous, mon Dieu, de nous y accrocher. Donne-nous de lire chaque adversité comme une occasion d'apprentissage, une leçon de vie pour nous-mêmes comme pour les autres. Et convaincus que tout a un sens. Et comme l'a dit cet écrivain, mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. On se dit, restez dans l'esprit Ubuntu. Je suis parce que tu es. Nous sommes ici parce que vous êtes là. Merci et bonne semaine à tous. Merci encore, Jacqueline. Merci à toi, Likia. Bonne semaine.